Voilà, tout. bonne conférence. Merci. Merci. Bonjour à tous. Et bonjour à tous et à toutes. Exactement, j'espère que vous êtes ravis d'être avec nous. En tout cas, nous, on l'est, Tout à fait. avec Mathieu. Et donc, nous allons nous présenter rapidement. Donc, je suis ravie de passer cette petite demi-heure avec vous. Je suis Lisa Bonito, comme Alice l'a annoncé. Je suis donc directrice des outils digitaux, marketing et data chez Manitou Group depuis 5 ans. Et j'ai 20 ans d'expérience dans le digital, à la fois en agence de conseil en e-marketing. J'ai également fait un petit passage en retail chez Marionneau et j'ai été consultante en data et marketing relationnel. Magnifique. Mais c'est magnifique. Et Mathieu, j'ai le plaisir de partager ce moment avec toi ce matin. Moi, j'ai beaucoup et plus avec, plaisir, évidemment. Avec vous tous. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Mathieu Ladirey, cofondateur de la société Brenf, exactement avec un point d'exclamation. On fait de la stratégie digitale, marketing. On fait aussi de la création de contenu. Vous nous retrouverez en effet en face du bar, à un endroit qu'on affectionne particulièrement, où on va pouvoir vous offrir un shooting photo. D'ailleurs, on a 2 de nos charmants collègues ici, à la caméra et à la photo, Marion et Joanne, donc qui sont là pour vous accompagner aussi toute la journée. Alors, du clic au client, maîtriser les parcours omnicanaux pour un impact maximal. C'est ce qu'on va voir ce matin. Rapidement, un petit topo sur Manitou Group. J'imagine que vous connaissez cette référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et du terrassement, qui est basée à Ancenis, pas trop loin d'ici. Quelques mots sur le groupe. Aujourd'hui, on a 2 marques commerciales, Manitou et la marque Gell. On est présent dans 140 pays, avec un réseau de professionnels revendeurs. On est 800 concessionnaires à peu près à travers le monde. C'est pas loin de 6000 collaborateurs, donc une belle marque, avec encore effectivement une présence familiale au niveau du board. Et donc aujourd'hui, moi j'ai le plaisir d'accompagner la feuille de route stratégique digitale du groupe avec mon équipe. Parlons acquisition, parlons fidélisation, parlons client. Et on commence par une déclaration. Eh oui, je t'aime, moi non plus. Ça commence bien. Ça commence bien. Mais Super. Quand on sait que les investissements pour conquérir un client, c'est parfois 5 fois plus supérieur que le fait de fidéliser des clients existants, moi, je vous laisse choisir vos batailles. Moi, je suis plutôt du côté feed. Bon, l'acquisition, c'est important, on va y revenir. Très important, mais généralement, on se focalise sur l'acquisition. Exactement. L'acquise pour les intimes. Ouais. Et la feed pour les autres. Exactement. Mais on délaisse souvent la fidélisation et en effet, il vaut mieux fidéliser et c'est beaucoup plus facile de fidéliser si on le fait bien et tu vas nous dire comment on le fait bien. Exactement. Quand on sait qu'effectivement 60% du parcours et du cycle d'achat est fait avant un contact vendeur, je vais revenir moi sur mon industrie, mon secteur d'activité en B2B. Donc, on doit donner l'ensemble de l'information à un prospect qui va ensuite aller dans un point de vente, donc chez un concessionnaire. Mais on a également le devoir et l'obligation de donner la même information aux vendeurs. C'est-à-dire que, on le voit bien, je l'ai vu aussi quand j'étais dans le retail, on arrive, on fait déjà notre comparatif, on va sur Internet, on compare les produits, on va chez la concurrence et on arrive parfois un prospect arrive plus informé dans le point de vente. Et donc le vendeur doit être au niveau aussi. Donc c'est vraiment un point crucial pour nous d'avoir le même niveau pour nos prospects, donc notre cible B2C, que pour nos revendeurs et notre réseau de concessionnaires. Ce qu'on a l'habitude d'appeler un peu le parcours sans couture. Exactement. Voilà, que tout le monde ait le même niveau d'information, parce que c'est très difficile d'acquérir un client, mais c'est très facile de le perdre, et il faut qu'on respecte bien ce même niveau d'information à chaque fois, pour permettre justement aller jusqu'à la transfo. Tout à fait. Pour les intimes, la transfo, toujours. Exactement. Donc avant tout, moi je vous invite, et vous le savez, dans une stratégie d'inbound, c'est le tunnel de conversion, c'est d'être là où il faut être visible. Donc on va parler SEO, on va parler SEO à l'international, mais soignez aussi l'accueil dans un monde digital de vos clients. C'est crucial. Vous devez vraiment les traiter comme des stars. Ils vous le rendront au centuple. Un accueil qui est qualitatif sur une plateforme Internet, ça veut dire un taux de transformation derrière. Un accueil aussi en point de vente, ça veut dire aussi l'intérêt qu'on porte au client. On s'intéresse à ses problématiques, on va lui apporter des solutions. C'est en tout cas l'une de nos valeurs aussi chez Manitou, l'innovation et la proximité client. On a ça vraiment dans notre ADN. Donc il est important aussi de soigner l'accueil.
mais tout au long du parcours client, de collecter. Je vais parler beaucoup de data aussi au fur et à mesure qu'on va dérouler cette petite présentation, puisque tous les points de contact, qu'ils soient sur des points de contact physiques ou digitaux, il faut les collecter, il faut les comprendre, il faut les interpréter. C'est le data insight qui va permettre ensuite de personnaliser la relation qu'on va avoir avec notre client. On le voit là, effectivement, d'après une autre étude, 66% des clients sont prêts à changer de marque quand ils sont traités comme un numéro ou qu'on ne personnalise pas la relation. Ils sont de plus en plus à peur, en plus, avec, comme tu disais, l'accès à l'information, l'accès aux marques, la compréhension, etc. Et la rapidité, la diffusion de la réponse et de l'information va aussi être très critique dans leur choix. Et ils sont de plus en plus à peur. Et la maîtrise de cette connaissance client, la data qui va servir ensuite toutes les campagnes de marketing relationnel est cruciale. Si tu reçois un email et qu'on t'appelle Monsieur XXX, crochet, etc. Bonjour prénom. Bonjour prénom. Bonjour prénom. Ça le fait pas trop, ça crée un irritant. Et puis donc encore plus dans le retail aussi, on a des populations, des prospects zappers. Donc de la connaissance client vers la fidélisation, on va revenir effectivement tout au long de la petite présentation de ce matin sur comment on collecte et on capitalise sur cette connaissance client pour en faire un vrai levier de fidélisation et un vrai levier business. Puisque, moi j'ai travaillé dans le retail, donc un mascara, ça a duré une vie de 6 mois, 12 mois, on le renouvelle peut-être plus souvent en fonction du maquillage. Chez Manitou, une machine, on la garde pendant 5 à 10 ans. La fidélisation, c'est un levier hyper important de business pour faire du cross-sell, de l'upsell. Donc on va parler de captation maintenant. Donc il y a vraiment trois sujets qu'on va voir, la captation, la fidélisation et la personnalisation ce matin. Quand on parle d'omnicanalité, c'est au-delà du buzzword, parce que on veut tous faire de l'omnicanalité. J'étais la semaine dernière, ou non, il y a 2 semaines aux États-Unis pour un séminaire, omnicanality, et on m'a regardé avec des grands yeux ronds, des grosses billes. Mais c'est finalement ce vers quoi, moi, la trajectoire digitale doit nous mener, c'est de casser les silos. Mais pas que d'un point de vue client, ça c'est hyper important qu'il y ait tu disais le fameux parcours sans couture. Mais il faut casser les silos aussi dans l'organisation. L'omnicanalité, ça veut dire que le service client sait à quel moment tel prospect ou tel client a fait une commande, à quel moment il a eu besoin d'informations sur le site internet, etc., etc. Donc c'est vraiment ce vers quoi on tend, vers ce parcours unifié pour pouvoir avoir effectivement une vue complète du client. Le sans couture visible par le client passe par le sans couture dans les services en fait. Exactement. C'est en interne où ce sans couture doit opérer pour qu'il soit visible sur le client. Exactement. Donc les 4 moteurs clés, nos clients aujourd'hui ils attendent un parcours unifié, mettre fin à l'ère de ces silos, ils ne pensent pas canaux, ils pensent outils. On arrive quel que soit le point d'ancrage, le point de contact, il faut que l'expérience soit le plus fluide possible. Téléphone, WhatsApp, boutique, site internet. Exactement. La pression, on le voit bien, on est tous consommateurs, tous acheteurs en ligne, on attend une interaction personnalisée. Si j'appelle un service client, je n'ai pas envie qu'on me redemande tout ce qui s'est passé, de l'historique, d'achat, etc. Il faut que ce soit consolidé pour une vue 360 du client et qu'on puisse effectivement interagir de manière personnalisée avec moi. Et la pression du marché côté concurrence aussi, parce que les concurrents se sont aussi énormément professionnalisés, jouent avec les mêmes armes et les mêmes outils, donc la pression est double entre le consommateur et aussi la concurrence. Tout à fait. Et je le ramène aussi à notre monde dans l'industrie. La personnalisation, dans le cadre de la fidélisation, c'est aussi prendre son téléphone. On est dans un monde digital, mais nos représentants commerciaux peuvent, le lundi matin, appeler le concessionnaire dont il a la charge, dire « Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tout va bien sur ton parc de machines ?» Il ne faut pas oublier effectivement toutes ces interactions qui créent vraiment le lien avec le client et le client final. Ouais, la proactivité qui va créer le lien. Dans une logique de direct to customer, le fameux D2C, où on essaye, nous aussi, dans notre monde B2B2C, d'avoir un point de contact avec le client final, on voit bien, et je vais vous partager un exemple de ce qu'on a mis en place, que le mobile est un point d'entrée central et que c'est pas vain de dire mobile first dans les stratégies d'acquisition et de fidélisation. À l'ère où les designers font encore des maquettes sur des écrans 32 pouces, il faudrait penser à vraiment designer sur des téléphones. C'est ça. Pour les gens qui sont sur les chantiers et qui ne se baladent pas avec un 32 pouces. Ah non, c'est un peu difficile de manipuler ta machine avec... Et encore, parfois, ils n'ont même pas le téléphone. Donc, il faut imaginer tout ce qui peut se passer dans la cabine de la machine. Tout à fait. Et l'intimité client, donc comprendre nos clients. Comprendre, c'est pas juste, il y a eu un clic, il y a eu un formulaire de télécharger, etc. C'est comprendre
quel formulaire, quelle gamme de produits, pour quel usage, et de plus en plus dans cette stratégie effectivement de qualification de lead, c'est de s'assurer qu'on puisse collecter les différentes informations. Donc une fois qu'on a dit ça, je voudrais vous partager un retour d'expérience. Donc là, si vous voulez vous amuser, c'est un compte de démo, mais c'est le fameux QR code sur lequel on a travaillé avec mon équipe, qui permet aujourd'hui, qui répondait à un cas client, donc un besoin client, qui était de permettre à un opérateur qui arrive sur, par exemple, un site de construction, qui le lundi va utiliser une machine Manitou, et le mercredi et le vendredi sur une semaine d'autres machines concurrentes que je ne citerai pas, puisque j'espère bien que toute la semaine ce serait des machines Manitou. Donc l'opérateur arrive, il est 6h du matin. Ok, donc je vais démarrer ma journée avec cette machine, mais je ne sais pas comment la démarrer, je ne sais pas comment l'utiliser, la fiche technique, etc. Donc on a le QR code qui permet effectivement à l'opérateur d'avoir la mise en service, la mise en service, toutes les bonnes pratiques de la machine liées à la machine qu'il va utiliser. Donc là j'ai testé, j'ai scanné, j'arrive direct sur la bonne machine. Je n'ai pas à chercher ma machine. Non, tu n'as pas à chercher la machine. Tu peux même être géolocalisé, donc on va te mettre la langue dans laquelle, le pays dans lequel tu es, et tu peux chercher aussi le pays, la langue, si jamais tu es un technicien d'un autre pays. Okay. Et donc, quand je vous parlais d'omnicanalité, de comment on casse les silos, donc on avait ce besoin-là. Et ensuite, on a une autre application qui est notre application mobile pour nos propriétaires de machines qui vont avoir accès à l'information de leur machine ou de leur parc de machines et la connectivité. Donc, on en parlera aussi. C'est des données qui permettent effectivement un meilleur usage de la machine. Et donc, on a constaté qu'on avait encore une fois fait 2 expériences, 2 silos, et comment créer en fait une expérience sans couture. Donc, c'est des petits pas comme ça. Il faut savoir qu'on a une palette d'outils dans notre écosystème, et c'est la politique du petit pas. Donc, on a créé un pont entre ce QR code et l'application mobile. Donc maintenant, pas sur le compte de démo, mais quand on scanne le QR code, on ouvre l'application mobile si on l'a. Okay. Et si on l'a pas, on demande et on incite à la télécharger. C'est des petits quick wins qu'on appelle. Acquisition, qui sont, fidélisation en même temps. Mais exactement, qui permettent, parce qu'on va mettre un formulaire de contact sur l'application qui va nous permettre d'avoir aussi un autre point d'acquisition, tout en fidélisant nos clients. Donc cette expérience, vraiment, ce retour d'expérience... Et là, juste, je me permets, donc du coup, je remets en ordre. Le technicien arrive sur le chantier le matin, il ne sait pas comment démarrer la machine. Potentiellement, ça peut être une vraie galère pour lui. Complètement. Et énormément de temps perdu, énormément d'argent perdu. 2 heures, Et donc là, en 5-10 minutes, il arrive à démarrer sa machine. Ouais. Et donc, ça devient aussi ton meilleur prescripteur, parce que finalement, il dit, moi, je veux que des machines Manitou, parce que du coup, je ne galère pas à la démarrer. Parce Easy to deal with. Top. Facile à utiliser, et puis j'ai l'accès à l'information. Donc, petite chose bête, entre guillemets, je dénigre, no offense, non, je dénigre rien, mais une chose toute bête, donc un QR code te permet vraiment de faciliter la vie de l'utilisateur, c'est même pas le client final, mais enfin c'est l'utilisateur plus, en devenir donc le premier ambassadeur, et donc fidéliser, et donc permettre de déployer, et faire un peu d'acquisition en même temps. Tout à fait. Et donc on revient toujours à cet exemple de QR code, on revient au client. Et un point aussi, je vous ai dit que je vous ferai toujours un petit lien avec la data. On a donc l'expérience, une landing page, tout ce qu'on se connaît dans le monde du digital. Maintenant, il a fallu, pour apporter cette expérience, créer ce qu'on appelle les clés de réconciliation. Donc, moi, je l'ai appelé le RPU, c'est le référentiel produit unique, qui nous a permis effectivement de déterminer une clé qui nous permet d'aller chercher dans notre base de données machine les différentes informations dans différents socles techniques. Okay. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. On repart, vous verrez, du client, du besoin client et tout le prérequis data avant de parler outils et techniques. Et donc, ça nous a pris un certain temps parce qu'il fallait faire, s'assurer que l'ensemble des deux sources de données aient les mêmes informations, les clés de réconciliation. Donc, une fois que c'est fait, après, ça déroule et en 6 mois, on lance un projet comme ça. En plus, il y a de la grosse volumétrie data, parce que j'imagine que vous ne l'avez pas mis sur 2 machines. Non, on fait à peu près 24 000 machines par an, donc c'est... Il y a 2-3 data à traiter. Rapidement, ce que ça nous a apporté sur le QR code, c'est à peu près
une augmentation de plus 52%. Le fait de l'ouvrir et d'avoir ce parcours entre le QR code et l'application mobile. Ce qu'on regarde aussi comme indicateur de performance, c'est le temps de La durée, rétention. la rétention. Enfin, combien de temps on reste sur. Donc on a augmenté de 28% le temps que nos prospects, enfin nos clients et utilisateurs de machines restent sur l'application. Et par l'utilité, je pense, déjà qui est forte, Oui. mais aussi par le média, ce que tu disais que vous avez utilisé beaucoup de vidéos, Tout un à peu fait. sous forme tutoriel pour que Oui. ce soit très facile d'utilisation et de compréhension. Exactement, des Ok. durées courtes, etc. Et puis pour viser à l'international. Et sur l'application mobile, depuis qu'on a effectivement créé aussi une vue publique, c'est-à-dire que tout le monde peut télécharger maintenant l'application mobile My Manitou et MyGale, il y a du contenu public. Avant, il fallait être propriétaire d'une machine. Donc tout ça, ça crée effectivement une fluidité au niveau des parcours clients. J'avance rapidement parce que je pense qu'il va falloir aussi qu'on Il te condense. reste 10 minutes, ça passe très 10 vite. minutes, ça va être... Bon, alors parlons un peu de SEO à l'international. Donc d'être visible, on l'a dit, c'était important dans la stratégie d'inbound et d'être bien sur la logique d'acquisition. Notre enjeu, nous, chez Manitou, c'est, encore une fois, je vous l'ai dit, 140 pays. Quand on a refait, moi je suis arrivée il y a 5 ans, le site manitou.com, notre marque Manitou, et la même chose pour le site Gale, était en pleine refonte. Le donc site il a quoi, juste pour préciser. Gale, Ok, Gale.com, la deuxième marque Ok. commerciale. je précise. Oui, aussi, oui, tout non, le monde pardon, le connaît excusez-moi, je suis dans mon... Peut-être dans le guidon, ça y est, mon t'es monde. parti. Mais donc, notre enjeu, c'est d'être effectivement présent dans 140 pays et donc Ok. d'avoir à la fois les leviers, on va y revenir, sémantiques, mais techniques. Donc une architecture qui nous permettait d'avoir une couverture de 12 masters linguistiques, donc les principales langues que l'on couvre, et ensuite de décliner en 120 locales. Ok. Donc d'un point de vue architecture, c'était assez costaud. Donc, et ce qui permet... Ouais. Pour reprendre, juste, ça veut dire que tu as manitou.com, Ouais. donc ça c'est ton master. Mhm. Après, tu as 12, 14 Tu vas avoir par exemple le FR, le EN Ok. ou le Portugal. Tiens, on Et va après, prendre en le dessous, tu as Portugal. 140 déclinaisons Ouais. pour vraiment aller dans l'hyper personnalisation du SEO en fonction de la géolocalité, Exactement. etc. Et Ok. l'hyperlocalisation Donc, qui petite permet... refonte de site au passage. Ouais. Ouais, Le les côté petites technique était un petit challenge. Ok. Donc, effectivement, quand on voit les leviers, les piliers liés à cette stratégie SEO, donc il y a la maîtrise sémantique et c'est du recurring, un continu toujours à analyser. On a 2 enjeux qui sont très forts d'un point de vue stratégie business, c'est de déployer, d'avoir vraiment une couverture de notoriété de marque aux US et aussi déployer l'Inde. Donc Ok. ça, c'est vraiment les deux. Donc on va avoir des stratégies d'analyse, on parlait de ranking, on parlait de tous les outils qui nous permettent de savoir quels sont les mots-clés qui sont recherchés par nos prospects dans ces différentes régions. Et donc on analyse continuellement ces aspects sémantiques. Donc ça, c'est un des piliers clés, je sais que vous en êtes tous conscients. Le deuxième, c'est la partie, effectivement, socle technique, comme je l'ai dit, 12 masters, 120 locales, et d'adapter les contenus en fonction. Donc par exemple, le Portugal, on va avoir une version Brésil, une version Portugal, pareil pour l'anglais, US, British. Donc tout ça nous permet aussi d'avoir un meilleur ancrage local. Ouais, puisque... juste, pardon, excuse-moi, Ouais, je non, te je coupe, t'en mais prie. au-delà du SEO, je vais y Ouais. arriver, pardon, l'architecture aussi hyper stable pour qu'à chaque mise à jour, tout ça tienne la route, parce Ouais. que c'est quand même assez lourd à maintenir. C'est effectivement, il faut éviter d'avoir des dettes techniques et de régulièrement mettre à jour l'ensemble. Donc là, on est accompagné par des spécialistes. Le pensée global, on en a parlé effectivement avec cette localisation, que ce soit au niveau des métatags langues, etc. Il y a tout qui nous permet aujourd'hui d'avoir un ancrage local. La difficulté qu'on a, parce qu'on va dire que tout est facile, c'est de s'assurer d'avoir suffisamment de contenu qui soit géré. Donc on a 26 zones commerciales, on travaille avec des filiales parce que 140 pays au niveau, enfin moi je travaille au HQ, donc on ne peut pas non plus avoir cet ancrage local. Okay. Et il faut s'assurer qu'il y ait suffisamment de contenu et du contenu qui soit travaillé aussi pour alimenter les moteurs et demain l'IA. Ça fait combien de personnes? Donc, tu parlais du siège, du HQ. Du siège, ça fait combien de personnes au total dans l'équipe, et puis que ce soit en interne ou en externe, parce que vous avez sûrement des externes, mais pour un ordre d'idée sur... Alors moi, mon équipe, on est une quinzaine. Okay. Au niveau ensuite marketing global et siège, on est on va dire 80, et puis worldwide avec les filiales, on doit être pas loin de 150. Okay.
Donc ça ne fait pas non plus... c'est pas énorme, au vu de la densité. Au vu de la densité, donc en termes de contenu, c'est là où c'est un peu notre pain point. Contenu et traduction, parce que forcément... J'imagine. Et donc la data au cœur de la décision. Donc en SEO, on a mis en place bien évidemment toute la migration vers Google Analytics 4. On a Matomo aussi. On utilise différents outils, Locker Studio pour toute la partie dashboard et suivi. Mais c'est hyper important. Enfin moi, c'est vraiment un fil conducteur avec mon équipe de travailler sur le data insight pour avoir des actions qui soient ciblées et qui soient efficaces. Chaque décision prise par la data. Exactement. Rapidement, sur notre site, 80% de notre trafic provient de l'international. Okay. Donc le reste, c'est Europe, France. Et après, sur l'international, tu as des grosses zones quand même qui se démarquent? Oui, il y en a des qui se démarquent. On va avoir les pays européens, globalement, l'US aussi, qui met beaucoup de... Enfin, on les accompagne aussi, pas mal de campagnes en SEA et des campagnes AdWords, des campagnes aussi médias. Donc 62% de notre trafic provient des moteurs de recherche et donc on suit également, donc on ne fait pas de vente en ligne, mais on génère des prospects qualifiés et donc les leads commerciaux, donc les leads qualifiés nous permettent aujourd'hui de présenter 57% de leads qu'on envoie à notre réseau de concessionnaires. Okay. Donc, et enfin, donc la personnalisation. On aime nos clients, cœur, mais aussi on est là pour faire du business. C'est très important d'être non pas... Il faut être bien dosé dans l'obsession de nos clients, mais bien sûr, il faut être focus customer, il faut être customer driven, le parti support client. Mais soyons obsédés, dans le bon sens du terme, par nos clients. Parce qu'il faut leurs besoins, les comprendre à quel moment, entendre les silences. Enfin, il y a plein de choses à analyser quand on parle du client. Et donc c'est entendre les silences, t'as un exemple comme ça, c'est beau déjà. Par exemple sur entendre les silences là, tu vois, si on parle comme ça. D'accord. Okay. Non, par exemple, tu fais une campagne d'emailing, le fait de pas avoir des taux d'ouverture de X%, c'est un silence, c'est une interaction qui n'a pas lieu. Okay. Des enquêtes de satisfaction avec un peu de taux de réponse, etc. Okay. Mais c'est important à entendre Hyper ça, important. Parce que ça veut dire comment je relance et qu'est-ce que ça veut dire. C'est même plus important quand ça marche pas que quand ça marche. Exactement. Exactement. Rapidement, le pouvoir du client, dans toute stratégie marketing digital, si vous ne partez pas du besoin client, vous pouvez faire tous les dispositifs, de l'acquisition jusqu'à la fidélisation, mais il faut que vous ayez ancré en vous le besoin client, la compréhension et d'analyser tout au long du parcours ces interactions. Donc la relation personnalisée, c'est un must-have, c'est attendu par l'ensemble des consommateurs, que ce soit en B2B ou en B2C. Et créer de l'engagement, la conquête et la fidélisation, c'est d'aller chercher justement ces non-silences et ces interactions avec les clients. Juste pour revenir sur la slide d'avant, tu as des exemples sur la relation personnalisée de choses que vous avez pu mettre en place ? Donc on a vu le QR code tout à l'heure. Oui, le QR code. Après, ça va être du standard et basique, mais dans les personnalisations emailing, par exemple. Après, là, on travaille sur la refonte de notre portail concessionnaire. Et là, on va vraiment pousser de l'information en fonction de ton activité. Si tu es un vendeur, si tu es quelqu'un marketing en concession ou si tu es un technicien. Tu n'as pas... les mêmes besoins. Les mêmes attentes. Et donc là, on est en train de construire ces scénarios. On part du persona et on crée les contenus pour pouvoir ensuite pousser de l'information plutôt que d'être juste en consommation, en push. Ouais. Exactement. Refaire du marketing à l'intérieur du marketing digital. Exactement. Parce que le marketing digital est avant tout du marketing, donc segmentation, connaissance de son prospect, réponse aux besoins, etc. Exactement. 4 projets clés qui parlent aussi sur lesquels on travaille, parce qu'on est toujours en train de construire l'avenir, une feuille de route à 5-10 ans. Je vais vous en parler rapidement des 4. L'API Store, aujourd'hui on est dans un monde où on veut échanger de la data, donc notre réseau de concessionnaires, ce n'est pas un réseau intégré, ils ne sont pas franchisés, ils ont plusieurs marques. Leurs clients, c'est nos clients, mais c'est leurs clients. Ils ont besoin de... Voilà, on est dans tout ce monde-là. Et en tout cas, leurs besoins, si je pense concessionnaires ou des besoins loueurs, par exemple, comme des Kiloutou, Loxam, ils ont
leur C'est ERP. la concurrence, on y va quoi. Ah, c'est les clients. C'est les clients loueurs. Eux, ils vont avoir leur propre écosystème. Ils ont besoin que nous, on leur donne de la donnée par ce canal API. Ouais. Donc, là, on répond à un besoin. Le e-commerce pour développer les ventes. Donc, on va être sur un e-commerce B2B pour la vente de pièces et d'accessoires. Donc, on a les machines. On a tous les services autour de la machine. Un point qui est important et aussi pour unifier l'expérience, c'est un design system qui soit cohérent et commun pour l'ensemble des sites qu'on va développer au travers de nos deux marques commerciales ou de Manitou Group. Donc ça, c'est aussi des composants importants à avoir pour pouvoir unifier l'expérience d'un point de vue ergonomie, navigation, que les call to action, donc les fameux boutons pour transformer ou autre, soient les mêmes et qu'il y ait une cohérence sur le parcours chaque client. fois, on se retrouve, on revient sur le parcours sans couture finalement. Exactement. Quel que soit le média, quel que soit le site d'une marque ou d'une verticale en particulier, à chaque fois, le client, le prospect puisse se retrouver dans l'utilisation de ces espaces. Exactement, c'est clé. Et avec une approche mobile first, bien évidemment. Toujours. Et le quatrième point qui est important, je vous en ai parlé sur la partie connaissance client. Donc, pour ceux qui sont familiers ou pas avec les CDP, les Customer Data Platform, ça permet effectivement de consolider toutes les informations et les données clients, les unifier dans une plateforme qui va avec un référentiel client unique, permettre de faire cette vue 360 du client. Et au-delà d'une plateforme, ça va permettre aussi de, consolider la connaissance client, 2, je vous ai dit tout à l'heure de casser les silos organisationnels, ça veut dire que la même fiche connaissance client doit être partagée dans toute l'entreprise, des vendeurs jusqu'à l'après-vente, jusqu'au support client. Toujours ce sans couture. Toujours. Sans couture. Et pour conclure, parce que je pense que c'est le timing, c'est parfait. Donc quelques takeaways que je vous ai partagés. Donc dans une stratégie d'acquisition, donc là où vous voulez mettre plein d'argent pour acquérir, mais surtout pensez à fidéliser vos clients. Donc c'est 1, focus client, connaissance client, aimez vos clients. 2, la data, ne partez jamais avec des idées. Partez de faits concrets. La data va vous permettre exactement d'accélérer et de revenir ensuite, d'être dans une amélioration continue. Et enfin, les outils qui doivent être effectivement là pour faciliter la gestion opérationnelle, pour consolider ces vues 360 clients et pour activer ensuite l'ensemble d'un point de vue front, expérience client sur les sites vitrines. Voilà. Magnifique. C'est beau hein, quand on aime nos métiers. Là, comme ça. Ben voilà ce qu'on avait à partager avec vous ce matin. Et donc maintenant, je pense qu'on a un petit temps de... Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Elisa Mathieu. Vous pouvez les applaudir. Merci. Merci infiniment. Alors c'est le moment que vous attendiez tous, celui qui vous pend aux lèvres, la question fatidique. Y en a-t-il une question soit pour Elisa, soit pour Mathieu, dans le public? Là-bas. Ah, super. Bonjour. Merci pour cette présentation. J'avais une question sur le secteur B2B. Est-ce que pour la fidélisation, vous avez mis en place un programme de fidélité ? Alors, on en a un sur les pièces. On a un programme de fidélité avec des incentives. Oui, mais il est que sur une partie de l'activité. Donc après, effectivement, ça fait partie des 150 lignes de projet que l'on a, de pouvoir le mettre aussi sur l'ensemble des solutions que l'on vend, pour pouvoir effectivement incentiver les vendeurs et effectivement capter aussi cette donnée et qui nous permettrait ensuite d'aller plus sur des leviers d'upsell, cross-sell en ayant un accès direct au client final qui reste le client de notre client. Ok, très bien, merci. De rien. Merci beaucoup. Une autre question, je vois au fond. Oui, tout à fait. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question. Dans le B2B, souvent, ce qui manque, c'est l'engagement. Donc, en fait, le feedback dans l'autre sens des clients qui ne communiquent, qui ne s'expriment pas forcément. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose en place pour justement générer ces échanges et surtout peut-être permettre aux clients de se parler entre eux Voilà.
Alors, on a aujourd'hui, en mode POC, donc Proof of Concept, mis en place une plateforme d'échange entre professionnels pour qu'ils puissent également, sur des thématiques que l'on traite, ça peut être sur l'innovation, sur l'expérience machine à l'intérieur, comment on peut utiliser la voix, etc. Donc, on est en train de mettre en place ces dispositifs. Ça reste encore très à la marge. On ne l'a pas déployé sur l'ensemble du réseau. Parce que la contrainte et la barrière principale qu'on a, c'est la langue. Et c'est d'être présent. On ne peut pas utiliser que le français et l'anglais. Donc, il faudrait, pour le déployer, être vraiment full worldwide. C'est rien ? Est-ce que ça a répondu à votre question? Super. On a une autre question ici. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour l'intervention. J'avais une question par rapport au print, parce que vous n'en avez pas du tout parlé. Est-ce que ça fait partie de vos enjeux ou est-ce que non? Alors bien sûr, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que j'ai pris la partie digitale à 100%, mais on fait bien évidemment des brochures, des catalogues, et on travaille avec, on est plusieurs départements, donc avec l'équipe marketing opérationnel qui fait toute la partie print. Et là, on va avoir aussi un lien avec le digital, ça va être sur de la digitalisation des brochures. Donc aujourd'hui, par exemple, un catalogue accessoire, il peut faire 190 pages. Voilà. Donc ça coûte quand même beaucoup, c'est pas très RSE, mais donc on le digitalise, et ce qui permet avec les filtres d'associer tous les accessoires à la machine. Et donc, mais oui, on fait beaucoup quand même pour aussi les concessionnaires qui vont promouvoir nos produits, avoir les brochures sur l'ensemble de nos solutions. Merci. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être? Après, je suis là, vous pourrez me toper dans la journée, si vous voulez. Bonjour. Bonjour. Nous, on est dans la société de Chronoflex, donc nous, on dépanne les machines. Ouais. Donc, on dépanne des machines Manitsu, et en fait, nous, on a des espaces en fait clients dédiés pour avoir toutes les datas sur les machines. Est-ce que vous avez la même chose? Oui, enfin pour les datas des machines connectées, la connectivité. Exactement. Oui. Ok, d'accord. Et donc chaque client peut, par exemple, quand il va acheter ou louer une machine, il peut avoir toutes les statistiques et toutes les données de vos machines, et s'il y a des problèmes techniques aussi ou autres dessus. Alors, avec le QR code et l'application, il y a déjà un certain nombre d'informations qui sont liées à la connectivité. Après, si on parle un peu plus loin, notamment le Data Act qui nous contraint, enfin, dans le bon sens du terme, à effectivement donner accès à l'ensemble de la donnée liée à la connectivité aux propriétaires de la machine, c'est des choses sur lesquelles on travaille, bien évidemment. Ok, merci.